Et on se retrouve avec plaisir dans l'auditorium pour la suite de notre sommet. J'espère que je vous casse pas trop les oreilles, c'est un peu puissant. Nous laissons les rapporteurs travailler. Nous allons les retrouver dans quelques minutes pour la restitution des ateliers. On aborde tout de suite notre troisième table ronde avec là encore une question éminemment sensible. Comment la formation s'adapte aux besoins évolutifs de la filière aéronautique et spatiale? On va réserver un bel accueil à Johan Duquin, Deputy Director for Training and Skill Solutions, wow, Aerospace Valley. On l'applaudit. Ouais. Et Chantal de Turckheim, Directrice Générale d'Elisa Aerospace. Oui. On va être sérieux 2 minutes parce que Johan, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, vous m'avez parlé de besoins de recrutement colossaux, voire d'une situation qu'on peut qualifier d'historique. Oui, complètement. C'est ce qui est à retenir, entre autres, parce qu'il y a d'autres points qu'on abordera certainement par la suite, de l'état des lieux qu'on a fait, puisqu'on a été missionné par le gouvernement français pour établir 2 diagnostics de référence, 2 diagnostics de compétences et métiers d'avenir sur le Grand Sud-Ouest. Le premier sur l'avion bas carbone et le second sur le nouvel espace. Et donc, parmi les points à retenir, sans rentrer trop dans les détails, effectivement, le premier, ce sont les besoins de recrutement, qui sont colossaux et même, je dirais, quasiment historique. Il n'y a qu'à voir les cadences, puisque les besoins de recrutement sont liés directement en partie pour l'aéronautique aux cadences de production. Et aujourd'hui, les rythmes de cadence sont quasiment jamais vus. Et quand jamais vus en France, mais aussi dans le monde. Donc, si pour rentrer un petit peu dans les chiffres, la fourchette qu'on peut donner sur le Grand Sud-Ouest, c'est aujourd'hui, pour répondre à ces besoins et à ces enjeux, il faudrait recruter entre 10 et 12 000 personnes par an sur les 5 prochaines années dans le Grand Sud-Ouest. Donc ça pose un petit peu les débats. Comment on fait pour les former, tous ces gens-là, Charlotte de Turckheim? Pour vous, le sujet central, finalement, reste l'attractivité de la filière. Donc, il faut les attirer. Tous ces... Je crois qu'on a un problème. Oui. Parce que vous attendez Charlotte, vous avez dit? Ah, Charlotte, non, je suis confus. Chantal, Charlotte. C'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on l'a fait souvent? Ça coûte cher. D'accord. Voilà, je vais tâcher de me rattraper. Chantal, je suis affreusement confus. Mais sur cette question importante, effectivement, comment on fait pour les attirer, là? Alors, il y a 2 questions. Il y a là, maintenant, vous dites pour les attirer, c'est-à-dire effectivement l'attractivité. Et il y a la formation en soi. Je crois qu'il faut surtout bien positionner le besoin, parce que Johan vient de parler des besoins d'une manière générale, mais on a des besoins à tous les niveaux. J'ai juste fait une petite étude hier soir, les 14 derniers jours ici en Nouvelle-Aquitaine, sur les annonces de postes. 41%, c'était des niveaux bac général ou bac pro. Parce qu'il faut produire. 26%, c'était des niveaux bac plus 2, 3. Et 33% pour les niveaux bac plus 5 ingénieurs. Donc on a un vrai problème, aujourd'hui immédiat, qui est être en capacité de fournir les jeunes pour l'industrie et la production. C'est l'élément majeur, c'est le numéro 1. C'est-à-dire, c'est tout l'environnement des lycées techniques, de toutes les formations techniques. Et il y a énormément de besoins, de compagnons. Mais eux, pour les attirer, il faut leur offrir des potentialités. Car ce n'est pas simplement un poste. S'ils n'ont pas une imagination qui leur permet d'imaginer qu'ils vont pouvoir apprendre sur le terrain, progresser, faire une carrière, on n'arrivera pas à les attirer. Pour les bac plus 2, 3, c'est à peu près la même chose, puisque eux, ils ont une aspiration de devenir ingénieurs. Mais encore faut-il que les filières développent cette possibilité en interne. Et les ingénieurs, si je ne recrute que des ingénieurs, eh bien à ce moment-là, il me manque énormément d'ingénieurs. Or, j'ai besoin d'ingénieurs et de management intermédiaire. Et je pense que là, c'est un vrai sujet que nous devons explorer pour l'ensemble de la profession. Je peux vous dire, la filière, c'est un vrai besoin. Pourtant, on se dit qu'on va devoir construire l'avion bas carbone. C'était le fil rouge de toute cette journée. On imagine, Johan, qu'il y a de nouvelles compétences qui vont se dégager dans des domaines que vous allez nous lister un petit peu, et qu'à fortiori, ça peut, vous l'avez dit, attirer davantage les jeunes. Oui, c'est le deuxième constat de notre état des lieux, c'est qu'effectivement, que ce soit dans l'aéronautique ou le spatial, il va y avoir un certain nombre de nouvelles compétences qu'il va falloir adresser. Bâtir un aéronef bas carbone, aujourd'hui, ça va demander des compétences en chimie,
en cryogénie, en électronique de puissance, mais pas que, hein, en analyse du cycle de vie aussi, puisque la question du recyclage et de la fin de vie des aéronefs, c'est un vrai sujet. Et même de manière plus générale, une nouvelle compétence qu'il va falloir intégrer, c'est l'appréhension des enjeux environnementaux et sociétaux de chaque projet. Aujourd'hui, un ingénieur, quand il va concevoir quelque chose, ou un chef de projet, il devra réfléchir à l'impact sociétal, environnemental de son action. Et ça, c'est peut-être l'enjeu le plus important parce que c'est l'intégralité des effectifs qu'il va falloir sensibiliser à cette dimension de bilan carbone. Johan, vous en concluez que notre écosystème académique doit finalement se mettre en ordre de marche, ou plus trivialement doit se bouger, mais il y a quelques obstacles sur le chemin. Vous en avez identifié quelques-uns. Alors, moi j'ai envie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est que on râle beaucoup en France. Tony Estanguet l'a dit dans les discours des Jeux Olympiques, mais dans le Grand Sud-Ouest, on a déjà un terreau favorable. On a aujourd'hui plus de 360 formations taguées aéronautiques ou spatiales. Donc déjà, on part pas de zéro. Je pense qu'il y a d'autres territoires qui, eux, partent d'un petit peu plus bas. Et c'est même plus de 800 formations qui pourraient avoir un intérêt pour l'aéronautique et le spatial. Donc déjà, on a, un terreau favorable. Alors bien évidemment, il faut augmenter les volumes, ça je l'ai dit tout à l'heure. Il faut aborder les nouvelles compétences qui ont été citées. Il faut colorer ces formations-là. Il y a deux autres enjeux, à mon avis aussi, pour la formation. C'est décloisonner les enseignements. Aujourd'hui, je caricature un petit peu, les choses sont en train de changer quand même. Mais aujourd'hui, les ingénieurs sont entre eux, les écoles de commerce sont entre elles, les juristes sont entre eux, etc. Aujourd'hui, on a tout intérêt à impliquer toutes les filières de formation, que ce soit les juristes, la santé, Sciences Po. Quand on parle de biologie spatiale, quand on parle de droit spatial, faut pas qu'on reste juste entre ingénieurs. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu de décloisonnement des enseignements, ce qui est fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, pas encore dans nos pays, et décloisonner les filières aussi. Puisque j'ai parlé de chimie, j'ai parlé de cryogénie, c'est nouveau pour l'aéronautique, mais c'est pas nouveau pour d'autres secteurs d'activité. Donc là, si on crée des passerelles entre tous les secteurs d'activité, on arrivera peut-être à répondre dans ces enjeux-là. Et après, l'enjeu principal sur lequel on va certainement débattre, c'est l'attractivité. D'ailleurs, dans votre école, Chantal, vous vous inscrivez dès maintenant dans cette lutte contre le changement climatique dans vos parcours. Décrivez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est un sujet qui est intégré dès la préparatoire. D'abord parce que les jeunes sont quand même intéressés et ils cherchent, dans les formations, ils cherchent à savoir si nous avons un intérêt et nous développons une approche sur l'éco-conception, sur tout cet environnement. Donc, on travaille et effectivement, les ingénieurs sont formés, mais pas que dans notre école. Aujourd'hui, c'est devenu, au niveau de la commission des titres d'ingénieurs, un élément fondamental d'évaluation de nos parcours de formation. Donc c'est vraiment quelque chose de général sur tous les établissements d'enseignement supérieur au niveau des ingénieurs, et nous particulièrement, bien sûr, dans le domaine aéronautique et spatial. Johan, après la phase de diagnostic, vous avez été sélectionné par l'État dans le cadre de France 2030. Il y a 4 projets ambitieux qui ont émergé. Là aussi, vous allez nous en parler. Oui, alors à situation exceptionnelle, remède exceptionnel. Là, pour une fois, il me semble quand même qu'on a les moyens de nos ambitions, puisque à travers le guichet de financement France 2030, 4 projets extrêmement dimensionnants ont émergé sur notre territoire, c'est-à-dire le Grand Sud-Ouest. Quand je dis dimensionnants, ce sont des projets qui ont fédéré tout l'écosystème. Et tout l'écosystème, c'est quoi? C'est bien évidemment les écoles, les universités, mais c'est aussi les industriels, les laboratoires de recherche, les régions aussi sont aussi impliquées dans ce dispositif-là. Et donc, les moyens aujourd'hui, c'est que ces 4 projets, il y en a 3 pour l'aéronautique et 1 pour le spatial, ont mobilisé 76 millions de subventions France 2030. Pour une surface financière totale de 200 millions, puisque les industriels abondent, que ce soit en apport ou en valo. Mais aujourd'hui, donc, il y a 200 millions qui sont mis sur la table pour répondre aux enjeux du recrutement. Donc, pour financer des programmes de formation, qui répondent à ces nouveaux besoins, avec des moyens pédagogiques et des outils innovants, et pour répondre aussi à l'enjeu de l'attractivité, puisque chacun de ces projets, et ça c'était un point extrêmement important du SGPI et de l'ANR, chacun de ces projets intègre un work package sur l'attractivité. Enfin, attractivité, inclusion aussi, pour la féminisation de la filière, etc. Donc voilà, c'est le chiffre quand même qu'il faut retenir. C'est, à ma connaissance, de tel niveau de financement pour développer des projets de formation, ça n'avait jamais vu. Bon, les moyens sont là. Comment ça se passe à votre échelle, Chantal?
Alors, bon. Sur quel levier vous agissez pour l'attractivité? Alors, sur l'attractivité, d'abord, on a des associations qui se sont engagées là-dessus, des associations de filles. Nous, on est passé, entre l'année dernière, on devait être à 21-22% de femmes dans l'école. Là, à la rentrée, on est passé à 26%. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai levier des filles entre elles qui arrivent à convaincre et à bouger. Dans le sud-ouest, on a quand même Elle Bouge qui est très, très aussi présent. Hein, je crois qu'il faut aussi le citer. Et nous avons, nous, personnellement, au niveau de l'ISA Aerospace, un programme spécifique pour tous les boursiers d'État, de façon à diminuer les frais de scolarité d'une manière non négligeable. Donc ça fait partie des engagements que nous prenons. Et bien sûr, on va dans les écoles, on participe à des hackathons. Nous, sur Bordeaux, on reçoit le hackathon de Planète Science qui est hébergé chez nous. Bon, voilà, je veux dire, c'est chaque fois des actions envers les jeunes qui sont importantes et qui nous permettent de vendre, entre guillemets, l'attractivité du spatial et de l'aéronautique. Ça reste quand même un domaine, on l'a déjà entendu, de rêve. Donc ça reste quand même un domaine de passionnés. Mais il y a un déficit. Alors le déficit, il est difficile parce qu'il va... On n'est pas dans une situation simple dans le sens où on a une démographie qui diminue d'une manière substantielle et donc on a moins de jeunes déjà en nombre qui arrivent au niveau du bac. La deuxième chose, c'est qu'avec les changements de programme, on a moins de jeunes qui vont dans les sciences. On a quand même pendant une année des jeunes qui ont pu avoir un bac sans faire de mathématiques. Donc voilà, je veux dire... Du fait du Covid, oui. C'est pas une question de Covid, c'est une question de programme. Non, c'est une question de programme. Alors, puisqu'on parle vrai, vous m'avez dit quand on a échangé pour préparer cette table. Ce que je vous avais dit de pas dire, c'est ça? C'est ça. C'est que c'est qu'il y a une problématique de mise à niveau. Vous dites, nous, on a besoin d'un mois ou 2 mois de prise sur la formation pour remonter un petit peu. C'est une vérité, ça. C'est pas interdit d'en parler. Oui, c'est une vérité. En fait, on a plusieurs choses. La première, c'est une question de méthodologie. Ils en ont plus aucune. Ils ne savent pas apprendre à apprendre. Ah non, mais je vous avais pas dit d'aller aussi loin, quand même, Chantal. Non, mais on est obligé de faire de la remédiation. On est obligé de... Comme ils n'arrivent plus à se remémorer ce qu'ils ont appris. Ils ont, aujourd'hui, avec le système actuel, on a le contrôle continu. Ils ont fait leur premier chapitre. Ils vont passer au deuxième. Ils ont réussi leurs épreuves. Poubelle. Attendez, on a tous bachoté ici. On oui, est là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Le système n'est plus le même. Et donc, on est sur un déficit d'apprentissage, de qualité d'apprentissage. Et toute la classe préparatoire, c'est leur redonner des éléments fondamentaux, mais vous les retrouvez en 4e année, ils les ont déjà oubliés aussi. Même chez nous. Ce que j'aime quand on a échangé, c'est que vous m'avez parlé de la notion de propédeutique, un terme que je n'avais pas entendu depuis. Ça, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie des interrogations, c'est que compte tenu de la baisse des connaissances acquises dans le secondaire, eh ben, on serait presque amené à avoir une propédeutique, une année supplémentaire, parce qu'à côté de ça, on nous impose un semestre à l'étranger, donc 6 mois de moins de cours. Oui, mais on s'enrichit aussi à l'étranger. Et 6 mois moins de cours. Non, mais c'est un tout. On s'enrichit. De toute façon, on peut s'enrichir au niveau de l'international. On n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour ça. On peut le faire différemment. On a plein de solutions aujourd'hui. Le Covid a introduit plein d'autres solutions. Par des travaux de projets en international, avec les échanges, on a plein d'autres solutions. Simplement, nos gouvernements au niveau du ministère ne souhaitent pas, pour l'instant, ouvrir ces solutions. Ils les ont acceptées au moment du Covid, mais pas pour le long terme. Pourtant, Johan, vous venez de le dire, là, problème historique, réponse historique, avec ces nouveaux financements, ces nouveaux projets un peu phares, ça devrait aller dans le bon sens quand même.
ça ira pas dans le mauvais sens, ça c'est certain. Ça ira plutôt dans le bon sens. Après, est-ce que ce sera efficace? Oui. Même si, concernant l'attractivité, ça c'est un peu ma marotte, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, et c'est des actions notamment qui seront incluses dans ces repackages qui sont orientées vers les collégiens et les lycéens. C'est le cas aujourd'hui et ça fonctionne. Hein. Donnez-nous des exemples, Johan, de ce qui peut être mené. Ça peut être des parcours découvertes lors des stages de 3e où les jeunes sont amenés à découvrir pour la première fois des entreprises, visiter une première fois une ligne d'assemblage, un labo de recherche, et ça c'est important, il faut qu'ils touchent de toute façon. Parce qu'on voit qu'il y a une méconnaissance concrètement. Il y a une méconnaissance, mais c'est pas tout. À mon avis, ça c'est la partie visible de l'iceberg. La partie non visible, c'est que collégiens lycéens, à mon avis, c'est trop tard. C'est mon opinion personnelle. C'est que dès le primaire, que le biais, déjà pour les femmes, se fait entre voie littéraire et voie scientifique, et même plus globalement pour tout le monde, où le choix d'une matière scientifique ou d'une matière technique va se faire pour plus tard. Donc il n'y a aucune action aujourd'hui qui sont faites sur les primaires. Alors, on va pas leur apprendre comment voit la navire ni qu'un métier, mais faire rêver, sensibiliser aux sciences, redonner goût aux sciences, ça c'est extrêmement important. Donc là, il y a un enjeu sur cet aspect-là. Et après les femmes aussi. Donc c'est presque un enjeu culturel. Vous dites qu'il faut réintroduire la science ou beaucoup plus tôt. Oui, et faire rêver, c'est-à-dire faut qu'ils touchent. Arrêter avec les enseignements théoriques. Il faut les amener. Moi, je le vois. On a initié deux initiatives pilotes aujourd'hui cette année sur les stages de seconde, puisqu'on a transformé ce qui était une contrainte pour toutes les entreprises, y compris pour nous, en opportunité d'attractivité pour notre filière. Donc, on a pris 2 classes tests, une Bordeaux à Toulouse, et pendant 15 jours, on leur fait visiter un petit peu un échantillon assez représentatif de ce qu'était notre écosystème, que ce soit des industriels, des labos ou même des écoles, pour parler formation. Et quand ils voient un avion, là, ça fonctionne. Quand ils touchent quelque chose, quand ils touchent un matériau, là, il se passe quelque chose. Donc, il faut les sortir, il faut les amener voir. Et le dernier point, si vous permettez, Boris, pour l'orientation, c'est les parents. Aujourd'hui, qui décide de l'orientation des enfants? Les conseillers d'orientation, qui sont assez peu sensibilisés aux enjeux de notre filière, aux différents métiers, etc. Et les parents. Il faut expliquer à un parent qu'une formation technique, c'est pas sale. Faire chaudronnier, faire monteur-ajusteur, ce n'est pas sale. Il peut y avoir des vraies carrières à faire, notamment dans les grands groupes, pour ce type de métier. Qu'une fille travaille dans un bureau d'études et fasse des calculs de fatigue, ce n'est pas sale. Donc là, il y a un enjeu d'éducation vis-à-vis des parents extrêmement important, et un enjeu. Et donc, il faut, je dirais pas prêcher la bonne parole, mais expliquer tout simplement ce que c'est l'aéronautique, ce que c'est le spatial, quels sont les enjeux aujourd'hui, les enjeux environnementaux et même sociétaux de notre filière. Voilà, donc là, c'est pas forcément inclus ce package-là dans les projets qu'on citait tout à l'heure. Donc il y a un slot encore disponible. Sur quoi on agit? Ce sera le mot de la fin avec vous, Chantal. Pour vous, le levier le plus important, comment on repense l'ensemble? En 3 mots. J'adore. Repenser l'ensemble. Donc effectivement, ce que dit Johan est important, c'est que les parents sont effectivement des décideurs, des orienteurs. Ça fait partie, et on est encore sur des vieux schémas, étonnamment. Pour les femmes, c'est encore un vieux schéma. Parce que qui est-ce qui n'ouvre pas? C'est parfois la mère. C'est pas obligatoirement le père. Donc c'est pour ça que je dis c'est encore un vieux schéma qui existe. Et il est très très important de pouvoir ouvrir ce schéma, alors qu'on a l'impression que tout est ouvert aujourd'hui au niveau des métiers. On voit, tous les métiers sont ouverts aux femmes. Mais il y a encore des vieux schémas qui traînent. Donc il y a du travail, parce que les femmes représentent un potentiel important en termes de nombre pour l'emploi dans nos métiers et dans notre environnement. Ça, c'est une chose. Et je pense qu'il faut, comme l'a dit Johan, il faut approcher les jeunes le plus tôt possible et créer des espaces où, justement, les familles et les jeunes peuvent s'entraîner. J'ai vu ça à Lille, au niveau d'Euratechnologie. Il y a tout un espace où les jeunes peuvent s'entraîner avec les familles pour faire des robots, pour faire des choses. Et là, ça a créé une ouverture sociale énorme. C'est quand même intéressant de se dire qu'au début, on parlait de financement, et au final, on va être sur un aspect culturel, organisation de la cellule familiale, oui, et convaincre les parents qui sont les premiers prescripteurs pour que les enfants rentrent dans la carrière. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange. Je crois qu'on peut les applaudir avec chaleur. J'espère qu'on pardonnerait un jour pour cette méprise, Chantal. Je vais aller battre ma coulpe à la fin de l'événement. Non, la participation de Charlotte, c'est cher. Hein. Oui, je sais, un peu plus que la vôtre.